Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes deux camarades Diabou Bessandiou. Bonsoir Diabou. Bonsoir Aline. Tierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Tierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Yambay Mariam Sek qui viendra nous parler de son jeu de société qui s'appelle Wallo, ainsi que l'artiste reggaeman Dread Max qui viendra nous présenter son single Sans voler. Mais tout de suite, nous allons recevoir un docteur en sciences politiques et diplômé de l'école des hautes études internationales et politiques HEIP de Paris. Il est enseignant et consultant en gouvernance publique. Il publie aux éditions L'Harmattan Sénégal le roman intitulé Le Sceau de l'honneur. Nous accueillons Dr Boubacar Diarrisso. Scientifique de formation et de profession, entrepreneur social et chroniqueuse qui écrit depuis l'âge de 9 ans. Elle est l'auteur de 6 livres en ligne et publie pour la première fois aux éditions Rahma le roman intitulé Le temps d'un instant. Nous recevons Madame Zeynab Bella Diallo. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Nous allons commencer par vous, docteur. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Sénégal Le Sceau de l'honneur. Je me suis posé la question si c'était ça le sceau de l'honneur, le symbole que vous avez ici, parce que c'est un symbole que je ne connais pas. C'est quel symbole, ce symbole? Alors, ce symbole, c'est un symbole adinkra. Ça veut dire, c'est un symbole, en fait, des peuples akans et baoulés et de certaines peuplades qui sont originaires du Ghana. Je parle de la République du Ghana. Donc, ce sont en fait des sortes d'aphorismes, des symboles qui peuvent expliquer certaines choses. Absolument. Et que l'on peut transcrire sur du bois, sur des tissus ou même sur des murs. Donc, et celui-là a une signification particulière ou bien? Oui, celui-là, en fait, c'est le symbole de la noblesse et de l'honneur. C'est pour cela que je l'ai choisi. Absolument, c'est ce que je me disais aussi. Donc c'est un roman que vous publiez aux éditions L'Harmattan Sénégal. Et quand vous dites roman, je me suis dit, vous aurez pu dire récit quand même. Parce que c'est quand même un récit. C'est un récit, effectivement. C'est un récit. Ça, je pense que à plusieurs reprises, je l'ai précisé. Un récit, parce que c'est vrai quand même que nous ne sommes pas des hommes de lettres, mais j'ai eu à avoir cette précision avec celui qui avait corrigé ce récit, Monsieur Lamine Sam, Feu Lamine Sam. D'ailleurs, j'ai pieusement sur... j'ai une pensée pieuse pour lui, puisqu'il est décédé après quelques mois après avoir corrigé ce roman, ce récit, excuse-moi. Absolument. Oui. Parce que vous nous parlez de la vie de Hakim, mais à un moment donné, on comprend bien que Hakim et Boubacar ne font qu'un. Même à la fin du roman, on voit que Boubacar, son surnom, c'était Hakim et c'était docteur aussi. Donc, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'indices qui nous disaient que vraiment, Hakim, c'était Boubacar. Oui, mais tout à fait, parce que en écrivant, nous n'avons pas voulu utiliser la première personne du singulier, parce que, comme vous le savez, le moi est un peu détestable, comme on dit. Donc, Hakim est le personnage principal du roman. Alors, c'est vrai quand même que l'auteur, en fait, se confond à Hakim et moi aussi à docteur. Tout à fait. Parce que, tout simplement, docteur est un surnom qui a été donné à Hakim par son père. Tout à fait. Et Hakim signifie dans la langue arabe le sage. Donc, dès son bas âge, son père l'appelait Hakim. Et dans un certain milieu, on l'appelle docteur. Et parfois Maïga. Parfois Maïga. Parce que c'était l'homonyme du docteur Maïga. C'était l'homonyme du docteur Maïga. Et par exemple, quand on l'appelle Maïga, il sait tout de suite
où est-ce qu'on l'a connu. Si c'est Maïga, c'est certainement à Thiès, au quartier Aiglon, ou bien au lycée Malick-Sy. Si c'est docteur, on sait que c'est à la zone B, parce que là, c'est là où se trouve la maison de mon père. Donc, docteur est devenu même une habitude pour mes neveux, qui m'appellent parfois tonton docteur. Absolument. Voilà. Et c'est ça aussi qui lui a valu un peu plus tard d'avoir cette volonté d'avoir un doctorat, pour dire maintenant, je vais être docteur une bonne fois, comme ça, ce ne sera pas une usurpation. Oui, tout à fait, parce qu'à plusieurs reprises, il nous est arrivé de rectifier pour dire aux gens, non, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur, c'est tout simplement un surnom. Mais par la force des choses et par la volonté de Dieu, on est devenu docteur. Peut-être ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché forcément, mais peut-être c'était inscrit dans notre destin. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce récit et dans le parcours de Hakim, c'est que sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. C'est un intellectuel atypique, vraiment, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est quand même intelligent, qui est un élève vraiment... qui est vraiment un peu au-dessus de la mêlée quand même, mais qui n'aime pas trop peut-être l'école, ou bien n'aime pas entrer dans les carcans. Il n'aime pas peut-être trop l'autorité, ce qui fait que son parcours a été un peu haché et qu'il n'a pas eu ce parcours linéaire qu'ont les universitaires d'habitude. Il y a eu beaucoup de péripéties. Oui, tout à fait. Hakim, étant enfant, n'aimait pas trop l'école française. Et il dit que son poème préféré, c'était le poème de Tyrolien. Père, je n'aime pas aller à leur école. Parce que tout simplement, il avait quelques difficultés. Une difficulté d'être parmi les autres. Certes, il n'était pas timide, mais il n'arrivait pas à lire. Et l'auteur l'explique dans le récit. Hakim, à son jeune âge, ne comprenait que Bambara et peut-être un peu Wolof parce qu'il a été élevé dans un milieu mandingue. Alors, quand on lui apprenait à lire, on lui disait de dire une banane, il dit tout bonnement un namassa. Et on lui dit en Bambara, un namassa, ça veut dire une banane. Et quand on lui dit de dire, par exemple, un lion, il dit tout simplement un waraba. Donc, vous voyez, cela, n'est-ce pas, amène le problème de la maîtrise de la langue maternelle à l'école. Et ce que l'on pose souvent, c'est que dans nos écoles, est-ce qu'il ne faudrait pas enseigner nos langues? Nos langues nationales. C'est pour cela d'ailleurs, même en mathématiques, on est certainement beaucoup plus à l'aise dans nos langues maternelles. Absolument. Donc Hakim a eu ses problèmes, il a eu ce complexe, mais à un moment donné, puisque élevé par sa grand-mère, qui disait à ses oncles, à tout ce qui l'entourait, mais écoutez, l'école n'est pas la seule voie pour réussir. Mais à la mort de sa grand-mère, Hakim a pris conscience qu'il fallait étudier, qu'il fallait travailler, qu'il fallait avoir un certain diplôme. Certainement, c'est ce qui l'a poussé, mais Hakim n'était pas certainement, à l'école primaire, un élève brillant. Il a pris conscience qu'il fallait étudier et il l'a fait. Et même après son parcours, il a quand même pu avoir son baccalauréat, aller à l'université. Et une fois à l'université, ce problème aussi s'est un peu posé. Oui. Parce que tous ces maîtres, tous ces professeurs reconnaissaient qu'il était un étudiant brillant. Oui. Mais ces vieux démons ont ressurgi et parfois il a un peu négligé les cours. Oui. Et à un moment donné même, il a voulu tenter l'expérience du voyage. Il a voulu aller aux États-Unis. Et là aussi, ça a été une rupture dans son cursus parce que ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Ben oui, à l'université, d'abord, dans un premier temps, il y a eu peut-être des conditions sociales un peu défavorables. Et que donc, quand Hakim a repris même sa première année en droit, il s'était dit qu'il allait passer en deuxième année de droit. Donc, il est passé en deuxième année de droit avec de fortes notes en droit constitutionnel et en droit civil. Mais Hakim voulait voyager parce qu'en ce moment-là, Hakim avait des amis qui étaient à la faculté des lettres et précisément en faculté au département d'anglais.
et tous étaient partis aux États-Unis. Lui aussi, il voulait partir aux États-Unis. C'était la mode de faire un MBA, un Master Business Administration. Bon, voilà, donc Hakim voulait le faire. Et il a délaissé ses études et cela n'a pas plu d'ailleurs à certains de ses assistants parce que, en fait, l'auteur l'explique dans le récit que Hakim aimait le droit. Il était le droit et le droit était en lui. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était très bien en droit administratif et dans les autres matières. Malheureusement, il a délaissé ses études. Et au moment où il voulait reprendre les études, il les a reprises. Mais cette année-là, malheureusement, il y a eu une année invalide. Il y a eu une année invalide en 1994. Et l'année invalide est une année qui est comptabilisée. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en position de cartouche, on cartouche. On cartouche. C'est ça. Absolument. Avant de passer la parole à Diabou, à un moment donné aussi, on a vu qu'il est parti en France pour poursuivre ses études, pour faire son 3e cycle, faire un doctorat. Et là aussi, il n'a pas trop aimé ce qu'il a vécu là-bas. Il a vu des conditions difficiles. Il a affronté le racisme qu'il ne connaissait pas. Il ne pensait pas peut-être que des choses se passeraient ainsi. Il a vu aussi les préjugés par rapport même à ses maîtres qui le dirigeaient. Mais quand même, je ne sais pas si mes camarades sont d'accord. On se dit aussi qu'Hakim est très susceptible. Il a beaucoup de susceptibilité. Et ça, on le comprend un peu par rapport à son parcours, parce que je ne sais pas si Hakim a fait son introspection. Moi, c'est toujours la question que je pose. Les auteurs, ils ne font pas souvent leur introspection. Ils jettent toujours la faute sur les autres. Mais Hakim, peut-être aussi, je pense qu'il était très susceptible, ce qui a fait qu'il n'a pas eu peut-être ce cursus linéaire, fluide. Vous me direz que parfois, c'est un avantage. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Parce que malheureusement, l'école, c'est pas pour les fortes personnalités en général. Bon, il faut être dans le moule et on passe comme lettre à la poste. Quand on a une forte personnalité, parfois on est un peu bloqué. C'est peut-être ce problème qu'il a eu avec son maître, celui qui dirigeait sa thèse. Il pensait qu'il y avait des préjugés. Peut-être que le maître était seulement exigeant. Bon, je ne pense pas que ce soit de la susceptibilité. Disons tout simplement que comme vous l'avez dit, peut-être chacun a son caractère. Hakim ne critique pas, en quelque sorte, les Français. La France est un très beau pays, je veux dire. Mais nous le savons tous, en Occident, tous les Noirs qui sont là-bas vivent le racisme. Certains le supportent, d'autres ne le supportent pas. Et il y a des histoires qui montrent aussi que parfois dans les facultés, lorsqu'on termine même certaines études, on ne vous permet pas de continuer. Vous connaissez l'histoire de Cheikh Modibo Diarra, le savant malien qui, après ses études, n'a pas pu obtenir l'inscription qu'il voulait. Il a fallu partir aux États-Unis pour poursuivre ses études. Donc, Hakim, lorsque vous lisez le récit, vous sentez que Hakim était en phase avec son directeur de thèse. Parce que pour faire une thèse, il faut faire d'abord une bibliographie. Absolument. Pour faire une thèse, il faut faire un plan. Et ensuite, on vous dit d'écrire. Lorsque vous écrivez, vous voyez votre directeur de temps en temps pour dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Mais ce qui pose problème, c'est lorsqu'on vous dit que c'est bien aujourd'hui et demain, on déchire les pages. Mais Hakim, comment dirais-je, a toujours entretenu de bonnes relations avec les personnes en Occident. Seulement, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Et cette injustice, ce racisme, il l'a vécu lorsqu'il était même dans certains milieux pour travailler. Parce qu'il ne voulait pas faire du larbinisme. Hakim était révolté de voir les Noirs se comporter, ou les Africains se comporter d'une certaine manière. Et cela, vraiment, le répugnait. C'est la cause pour laquelle, d'ailleurs, il est revenu dans son pays. Il n'a pas voulu rester. Mais, dans les discussions avec son directeur de thèse, Hakim reconnaît que son directeur est une sommité intellectuelle. Hakim reconnaît que son directeur est exigeant. Hakim reconnaît que son directeur est rigoureux. Mais Hakim a toujours dit aussi que le savoir, nul n'a le monopole du savoir. Et que donc, ayant été même son directeur,
il fallait que ce directeur lui-même revoie un peu ou réactualise. C'est le principe de la thèse. Hein. Voilà. Thèse, vous faites votre propre thèse. Voilà, réactualise. Elle peut être juste, elle peut être sujet. Voilà, réactualise ces informations. Alors, ce qui est bizarre, c'est lorsque même, parfois, vous faites une thèse, on dirait qu'on demande beaucoup plus aux étudiants africains qu'aux étudiants européens. À un moment donné, il avait fait un peu de politique, je pense, il nous l'a dit un peu en filigrane. Mais c'est les mêmes problèmes qui se posent avec Hakim. Vous aurez beau essayer de dédouaner Hakim, mais je pense qu'Hakim est très caractériel aussi. Parce que Hakim il a toujours des problèmes avec l'autorité. À un moment donné, il va se dire oui, je ne veux pas être larbin, les gens... Mais toujours, il a un problème avec l'autorité. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il a abandonné la politique pour partir en France aussi. Oui, mais en fait, ça, c'est... Là aussi, il était victime aussi. Non. Là, c'est que... c'est pas parce qu'il est caractériel. Je pense qu'il y a une certaine fierté. Hakim, en voulant faire la politique, quand même, s'est dit, bon, c'est normal, chacun peut faire la politique. Parce qu'à un moment donné, on est motivé pour faire la politique. À la fin des années 90, nous savons tous que le Sénégal était sous ajustement structurel et que le climat social était très difficile sur le plan économique, n'est-ce pas, sur le plan politique. Donc, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui s'étaient engagés en politique. Mais lorsque l'alternance est survenue en 2000, Hakim, qui était déjà dans un parti, le parti au pouvoir, le PDS qui avait pris le pouvoir, Hakim a voulu quand même se frotter à des esprits bien pensants, comme lui-même il le pensait, c'est-à-dire des cadres du parti. Mais, ma foi, ce n'était pas, en fait, sa vision de la politique. Hakim a vu, n'est-ce pas, que la manière de faire cette politique en Afrique, et précisément au Sénégal, était très folklorique. Celui qui fait l'homme politique, c'est quelqu'un qui est là, qui doit régler les problèmes des autres. Est-ce que vous voyez? Et que donc, il faut faire la politique pour comprendre le comportement des gens. Donc, comme disait Raymond Barre, en politique, on se rencontre, on se fait des civilités, mais on se poignarde au dos. Il a été, en fait, il était répugné par cette forme de faire la politique. Il a voulu partir en France pour un réarmement intellectuel. Absolument. En fait, en allant en France, Hakim voulait étudier. Mais par la force des choses, il est resté, parce que par la force des choses, il a obtenu une bourse de formation à la recherche de l'AIF, donc il est resté pour préparer sa thèse. Alors oui, Hakim, l'histoire de Hakim est passionnante. Tout au long du récit, il y a deux choses qui retiennent mon attention. On peut parler de malchance, on peut parler aussi de volonté. Parce que voilà quelqu'un qui sa vie n'a pas été très facile. Alun a beaucoup parlé de son parcours universitaire. À côté, il y a eu aussi la vie sentimentale qui n'a pas été facile pour lui, parce qu'il a découvert la déception et d'autres choses. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la poésie. On voit que parfois, vous sortez du texte et vous nous donnez des poèmes. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire deux romans différents, c'est-à-dire un recueil de poésie et à côté le roman? Pourquoi avez-vous tenu à associer ces deux genres dans le même roman? Mais vous avez parfaitement raison. En fait, ce n'est pas un roman classique. C'est à la mode de faire des mélanges de genres. Voilà. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est à la mode, mais en tout cas, j'ai été inspiré par le roman d'André Chédid, Néfertiti et le rêve d'Akhenaton. Lorsque, à un moment donné, Néfertiti dit au scribe Boubastos ce qu'il pensait de son mari. Donc, à un moment donné, quand je fais une narration, alors là, je fais un poème. Mais si vous avez remarqué, le poème est toujours inhérent à la narration. C'est toujours lié. Voilà, c'est toujours logique. C'est toujours lié, c'est une suite logique. Ben donc, pour la malchance, vous l'avez souligné, c'est une déveine, une malchance persistante. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette malchance, Hakim n'a pas croisé les bras. Et cette malchance, c'est vrai, il a vécu dans la vie,
mais il a vécu aussi peut-être en amour. Mais Hakim était un homme à femme. Il était un homme à femme parce qu'il était dans un milieu, il était très élégant, donc il avait beaucoup de copines. À un moment donné, voilà, ça peut ne pas marcher pour différentes choses. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans son histoire, c'est que malgré tous les travers qu'il a eu à subir, il a su se relever et il a eu la force de reprendre ses études parce qu'il a tenté l'immigration à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Et parfois, on l'a rejeté juste à cause de raisons qui n'étaient pas véritablement valables, parce que quand on vu ce qu'il a subi, par exemple à l'ambassade des États-Unis, donc ce sont des choses qui auraient pu briser. Oui, beaucoup sont passés par là, donc ce sont des choses... Je pense connaître là oui. le consul dont il parle, qui a fait beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de la même chose. À côté, il a aussi eu l'aventure de la Green Card qui a marché à un moment. Et puis, au bout d'une certaine période, par une lettre, il apprend que finalement, son dossier s'est perdu. Et au lieu enfin, un moment, il a été aussi dans les bras de Bacchus, vous le dites. Mais il a su se relever, reprendre ses études, et c'est ça un peu qui est inspirant. Et c'est ça peut-être pourquoi avoir choisi, enfin, parce que ce qui est un peu, j'allais dire embêtant, c'est que on ne sait pas où s'arrête Hakim et où commence le docteur Boubacar. J'adore les histoires romancées. C'est pour cela, quand j'ai commencé, je n'ai pas tout de suite dit que Hakim c'est docteur. Donc j'ai dit, c'est là où commence l'histoire d'Hakim. Et si on en revient à cette résilience, j'ai dit tout simplement que c'est une puissance de volonté. La volonté d'être, la volonté d'atteindre un objectif. Et c'est aussi un appel pour moi, un appel des étudiants, de certains étudiants qui veulent voyager, et parfois qui n'ont pas les moyens de voyager. Parce que pour voyager, il faut avoir les moyens. Les moyens, par exemple, les parents qui vous amènent. Mais dans mon cas, peut-être, même si je n'avais pas trop les moyens, j'avais un appui qui était un cousin à la Banque mondiale qui m'avait pris en charge pour le logement, pour la nourriture. Donc d'abord, ça, c'était déjà quelque chose. Et comme je dis, j'avais un dossier balèze, un dossier vraiment qu'on ne pouvait pas refuser. Voilà, rejeter comme ça. Mais je suis d'accord avec Alun, que quelque part, votre tempérament vous a desservi. Et ça à plusieurs reprises. Non, vous savez qu'à l'ambassade, quand vous venez, on vous pose tout simplement des questions. Pourquoi vous voulez aller aux États-Unis? Est-ce que vous allez revenir? Alors, vous savez ce qu'on m'a dit? Est-ce que vous allez revenir parce que beaucoup de Sénégalais s'en vont et ne reviennent pas. Donc, ceux qui étaient à l'université en 1988 savent qu'il y avait un programme, je peux le dire, un programme, le programme ICCP, qui avait permis à certains étudiants de la faculté du département d'anglais d'aller aux États-Unis. Certains s'en allaient et ne revenaient pas. Alors, c'était très dur et les Américains ne voulaient pas cela. Donc, la question qu'on m'a posée, est-ce que vous allez revenir? J'ai dit, mais oui, je vais revenir, parce que le Sénégal, c'est mon pays. Et la dame, le consul, qui d'ailleurs, vous avez souri tout de suite, qui était d'apparence hommage. Vous comprenez ce que je dis, hein? D'apparence hommage, qui m'a dit, prouvez-moi que vous allez revenir. Mais je dis, comment on peut prouver la confiance en ce moment précis? Clairement. Alors, ce texte-là, comme l'a dit Djabou et avant elle, Aliou, aurait pu être des mémoires, qui auraient pu s'appeler peut-être mémoire de l'honneur comme mémoire de l'espoir, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Alors, c'est pour saluer l'autre Djarisso. Alors, moi, j'ai lu ce texte-là, et comme tout à l'heure, au fil de la discussion, Hakim est parti et docteur est venu. Et donc, quand je lisais le texte, je me disais, si c'était une fiction, je me serais demandé, mais pourquoi Hakim
bon sang vit toutes ces difficultés. Pourquoi lui, le narrateur, est en train de s'acharner sur Hakim, ou le sort, ou en tout cas de mettre des embûches, des pièges sur la trajectoire d'Hakim. Mais là, que c'est maintenant le docteur qui a vécu cela, je me dis, alors peut-être que finalement, c'est des épreuves qu'il a eu à vivre, ou en tout cas, je ne dirais pas un destin implacable, mais c'est une leçon. Et c'est tout à votre honneur d'avoir vécu ça et aujourd'hui d'en parler, d'échanger avec des jeunes, de leur dire que, écoutez, moi j'ai vécu cette expérience-là, c'était compliqué. C'est d'abord, au tout début, quand vous parlez de vos difficultés langagières, ou en tout cas de langue, qui a été une barrière pour accéder à la connaissance. Et vous avez raison, aujourd'hui je pense que dans notre curricula, nous devons repenser à introduire les langues nationales pour que certaines matières qui a priori ne sont pas si difficiles, mais nous ne pouvons pas y accéder parce que nous avons une barrière linguistique. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, quand je progresse dans l'ouvrage, je me dis que là, véritablement, c'est le politiste qui vient. Parce que quand vous êtes en train de critiquer les systèmes politiques, quand vous attaquez à Wade, je ne sais pas si vous étiez frustré parce que vous étiez un ancien de la CIS, quand vous partez pour le réarmement intellectuel, même avant cela, quand vous parlez du régime du président Abdou Diouf, là, c'est pourquoi j'ai dit à un moment, mais ce n'est pas un roman, c'est carrément un récit, mais mieux que ça. C'est peut-être un essai que vous auriez pu faire en tant que politiste. Préfacier, hein, il a un peu dit absolument, que maintenant, absolument. les gens sont un peu mélangés. Soit, oui, vous avez mélangé les genres, mais je pense qu'à un moment, quand vous parliez de la politique, vous parliez avec le cœur. Ben, c'est un mélange de genres, je pense, c'est ce qui fait cette originalité. Parce que je ne voulais pas, en fait, rester dans le sillage classique des auteurs. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un homme de lettres. Mais vous avez parfaitement raison aussi. J'ai parlé de politique. J'aurais pu parler de beaucoup de choses en politique. J'aurais pu même écrire un grand récit en politique. Pourquoi pas? Mais on a vu on a compris, vous l'avez survolé très rapidement. Je l'ai survolé parce qu'effectivement, c'est ce que je ne voulais pas, ce mot frustration que vous avez sorti. Parce que si je l'avais écrit ou si je m'étais épanché sur cette partie sur la politique, on aurait dit, mais parce qu'il est frustré. Voyez-vous? Parce qu'effectivement, je pense que le but ultime de tout parti politique, c'est de chercher le pouvoir. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, il faut l'exercer. Mais ce que je n'ai pas compris, après l'alternance politique, excusez-moi, politique, les caciques du parti socialiste, c'est eux, en fait, qui étaient cooptés dans l'appareil d'État. Et pas tous quand même, parce que j'ai vu que vous avez un peu exagéré. Oui, mais non, mais pas tous, mais vous savez... C'est l'histoire récente, mais vous savez qu'il y a eu les ténors, vous le savez très bien. Hein? Une note sur laquelle j'aimerais vraiment terminer ce récit-là, je veux même le lire parce que c'est très intéressant. Pour moi, cette partie-là, c'est peut-être la partie qui m'a vraiment concilié avec votre ouvrage parce qu'au-delà des élucubrations politiques et tout cela, et c'est à la page 47, c'est un petit texte. C'est une petite réflexion que j'ai aimée. Il dit, l'homme se projette dans l'avenir. Il pense accomplir un destin. S'il a peur de la mort, c'est parce qu'il n'a pas fini de réaliser son rêve. S'il fait appel à une mort paisible, c'est parce qu'il a fini d'écrire sa page dans la vie. Son esprit a fini de se tranquilliser. Son âme est entrée dans la constance de la soumission spirituelle ou divine. C'est en désespoir de cause qu'un homme se suicide. Ce suicide n'est jamais neutre. Il est toujours fait contre quelqu'un ou contre la société. L'homme qui se suicide a décidé de perdre sa mémoire sociale. Elle n'est plus valide pour lui. Elle devient irrationnelle au moment où on choisit de sacrifier sa vie. La mise à terme de cette vie constitue l'unique acte rationnel devant toutes les valeurs religieuses ou morales auxquelles on ne s'identifie plus. Celui qui se suicide croit obtenir sa victoire contre un ordre divin auquel il devrait se soumettre, quelles que soient les circonstances de la vie. Il n'y a plus de peur de l'enfer, qu'importe si son acte l'y conduit. Tout devient la même chose pour lui, du fait qu'il pense avoir été toujours dans la même condition humaine. On en arrête là. Oui, je perçois tout de suite que vous aimez la philosophie. Oui. Parce que c'est une partie très philosophique. Une partie philosophique parce qu'on se projette, comment dirais-je, dans l'avenir et dans le projet, comme disait Heidegger. L'homme est un être des lointains.
Et parfois, quand l'homme fait appel à la mort, et souvent on le voit, pour certains religieux ou pour certains non-parents, certains qui ont fini de travailler, qui disent, mais ils ont déjà longtemps vécu. Et ils appellent la mort. C'est ce que me disait ma grand-mère. Quand j'étais tout jeune, j'étais très attaché à elle. Quand elle me disait, mais vraiment, je dois aller me reposer. Ça me rendait profondément triste. Mais parce que tout simplement, elle le croyait. Elle pensait que sa vie, n'est-ce pas, devait arriver à son terme. C'est pour cela, quand je dis que si on appelle la mort, c'est parce qu'on a déjà fini, n'est-ce pas, ce qu'on faisait. Et que malgré les difficultés qu'on peut avoir, on peut avoir une tendance au suicide, parce que nous sommes des êtres humains. Mais parce que quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit que peut-être Hakim n'en a pas parlé, mais Hakim avait des pensées suicidaires. Ben, vous savez, Hakim avait des pensées suicidaires, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas assumé ça. Mais vous savez que Moussa Ndiaye est très taquin. Non, ça c'est pour le dire. À un moment donné, quand par exemple... on est... Parce que Hakim n'a pas tout assumé, mais on le sent dépressif. Parce que quand Hakim, il aime beaucoup aussi taquiner Bacchus, c'est qu'il est potentiellement, il est assez dépressif. Oui, non, disons parce pas... Parce qu'en général, quand on est porté sur... Disons pas dépressif, par exemple. Hakim prenait toujours soin de lui. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, on peut être narcissique et dépressif. Oui, mais on peut être dépressif. Mais le fait, par exemple, de taquiner Bacchus, ce n'est pas parce que c'est dans ces moments de dépression, ou bien, mais cela peut commencer à l'université, je le dis. J'ai dit l'université est un espace de liberté. C'est un terreau fertile à l'excellence, comme à la défiance. Donc c'est le milieu où on peut se faire son premier pétard. Absolument. Mais alors, excusez-moi, quand on dit son premier pétard, parce que c'est ce que dit, voilà. Alors, donc, dans ce milieu, si vous n'êtes pas très dur, vous pouvez quand même emprunter un autre chemin. Tout à fait. Mais quand Hakim taquinait Bacchus, parce que Hakim était dans un milieu, Djola, où par exemple il y avait le vin de palme, qu'on appelle le Bounoukap. Et parce que au Sénégal... on appelait le Seng. Oui, ben, c'est le Seng. Alors, mais le Seng... vous savez qu'il y a le Seng Sérère et le Seng... voilà, il y a le Seng Lorogné, mais il y a aussi... ça, c'est les Sérères. Voilà, il y a aussi... il y a aussi le vin de palme que les Djola aiment bien, qu'on appelle le Bounoukap. Alors, ce vin de palme, s'il est fermenté, il devient vraiment du Seng, comme vous dites. Mais ce vin de palme, s'il n'est pas fermenté, a moins d'alcool que le vinaigre que vous mettez dans vos salades pour les assaisonner. Quand il n'est pas fermenté, c'est pas du vin. Voilà. Donc, ce que j'ai dit... C'est un nectar, quoi. Je ne sais pas, vous le savez. Tant que ce n'est pas fermenté, c'est pas de... Tant que c'est pas fermenté, c'est pas du vin. Madame Diallo a peut-être quelque chose à dire. Vous n'avez pas lu le roman, je crois, mais peut-être vous avez deux mots à dire, vous qui êtes une grande littéraire. Bon, je ne dirais pas que je suis une très grande littéraire. Vous avez commencé à écrire à 9 ans, quand même. Et j'ai toujours aimé écrire, par contre. J'ai beaucoup aimé le passage que le monsieur vient de lire. Bon, je ne retiens pas tout, j'ai une mémoire un peu défaillante, mais quand même... Je pense qu'il a raison. J'ai beaucoup aimé cette partie. Et c'est cette partie qui va me pousser à acheter le livre après. Pour moi, c'est la meilleure partie de l'ouvrage parce que ça résume toute votre vie. Ce que Aliou disait tout au début, même s'il est taquin, il était assez subjectif, en fait, dans ce qu'il disait. Voilà. Subjectif ou objectif? Non, subjectif et suggestif. Ah oui. Voilà. Subjectif et suggestif. En tout cas, c'est... Mais si vous permettez, je pensais qu'elle allait me taquiner sur les poèmes. Hein, et surtout les poèmes, n'est-ce pas, que j'ai dédiés aux femmes. Dédiés aux femmes, oui. Parce que c'est une femme. Non, mais parce que je pense qu'elle n'aime pas les womanizers, quoi. Elle n'aime pas les... Elle n'aime pas les... Mais tu traites qui de womanizer? Hakim ou... Non, Hakim, évidemment. Hakim, c'est un womanizer. Hakim, c'est un homme à femme. Peut-être comme elle est féministe, elle n'aime pas trop les hommes à femmes. C'est pour ça que... Non. Bon, c'est ce que vous dites. Non. Je la laisse parler. Les féministes, est-ce que les féministes vous disent qu'ils n'aiment pas ça? Donc les féministes... En général, c'est ce qu'elles disent. Mais les féministes sont d'abord des femmes. Les féministes aiment les belles lettres. Hein? Oui, bien sûr. La belle poésie, tout le Et les roses. La belle poésie. Absolument. Naturellement. Oui. Et la fidélité aussi. Et les femmes aiment les bad boys, parce qu'on va voir ça avec Madame
Ça, c'est un jugement de valeur. Non, les femmes aiment les bad boys. Parce que moi, quand j'ai lu, quand j'ai lu son roman, parce qu'on va passer au roman de Zainab, Le temps d'un instant, quand j'ai lu son roman, avec tous les personnages masculins que j'ai vus dedans, je me suis dit, il y a une constance. Au moins, c'est que tous les personnages masculins, c'est des bad boys. Et que, bon, je pense que c'est à un moment donné, c'est peut-être le type d'homme que les femmes recherchent. Vous avez peut-être raison sur ce point-là. C'est que les femmes aiment en général les bad boys. Mais pas tous. Pas tous. Il y a Jules qui est bien. Exactement. Ouais, exactement. Jules. Tous les personnages ne sont pas des bad boys. Attention. Jules, c'est vous qui dites qu'il est bien. En tout cas, il est caractériel. Jules est bien. Alain est bien. Non, Jules est caractériel. Il est très mal poli. C'est ce que je dis. C'est vrai. Donc, je veux dire, c'est quelque part, les femmes aiment bien les gourus, quoi, comme on dit. Donc peut-être pour... Non, c'est vrai, pour parler... Pour parler... il faut préciser, quel type de femme? Pour parler un peu du roman, c'est un roman que... On sent que vous avez l'habitude d'écrire, comme quand j'ai vu que vous avez écrit tôt. On sent l'habitude. On sent quelqu'un qui a un réel talent d'écriture, un réel talent de narration, parce que c'est quand même un tome 1, parce qu'il y a des tomes 1 de 450 pages, donc on se demande comment ça va être avec les autres. Et même malgré le fait que ce soit un roman assez volumineux, ça se lit facilement et vous avez cette facilité, cette particularité de retenir l'attention des gens. C'est vrai que peut-être que nous ne sommes pas trop la cible, un vieux de 50 ans comme moi, peut-être. Il a aimé le roman. Ah oui, je le sens. Nous ne sommes peut-être pas la cible. Donc c'est lui la cible, hein? On avait reçu une Mariam Diop qui avait, elle aussi, beaucoup fait des chroniques sur Internet, parce que je pense que c'est de plus en plus à la mode. Nous, on est peut-être largués par rapport à ça, mais des filles surtout, c'est surtout les filles qui écrivent beaucoup sur Internet. Et c'est un peu ce genre d'histoire qu'elle écrit elle aussi. Et là, nous avons un roman qui nous transporte vraiment à travers les continents, de l'Afrique aux États-Unis, à l'Australie même. Donc vraiment, vous avez beaucoup d'inspiration, on a vu. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman nous peint plusieurs personnages, des personnages féminins et qui viennent d'horizons vraiment différents et qui ont des personnalités différentes et qui se recoupent à la fin. Bon, on commence à deviner au départ comment ça va se terminer, mais qui sont des personnages qui finalement ont des points communs. Mais moi, ce que je voulais dire, peut-être avant de passer la parole à Diabou, c'est le fait que je sais pas, c'est peut-être le style de ce type de roman, mais il y a beaucoup de tragédie quand même. Chaque fois que je me dis, c'est peut-être que ça va aller, mais ça ne va jamais. On m'a toujours dit ça, je me rappelle même mon éditrice, quand elle avait fini de lire, elle m'avait dit, alors Zainab, il faut qu'on change la fin, parce que quand même, il y a beaucoup de tragédie jusqu'à la fin. Et après, je lui ai dit, déjà, c'est un tome 1, donc c'est pas forcément la fin. C'est comme des choix. Le premier tome, ce sont des choix qui ont été posés. Absolument. Le tome 2, c'est plutôt les conséquences de ces choix-là. Et j'aime pas, au fait, les histoires à l'eau de rose, alors que forcément, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. On sait que, voilà, on essaie d'améliorer la réalité dans les livres, dans les films et tout ça. Vous n'aimez pas les et j'aime ça, mais seulement quand c'est réellement ça. Ça pas quand on essaie de masquer une réalité. Et ça, je voulais vraiment, en fait, toucher les gens. Parce que déjà, quand on parle de femmes battues, généralement, on a une image préconçue des femmes battues. C'est généralement une femme au foyer, une femme qui n'a pas fait de longues études et tout ça. Et je voulais sortir de ce cadre-là aussi en proposant le personnage de Kira, que nous voyons qui est une personnalité, une personne reconnue, puissante et tout. Mais c'est que parfois aussi, je ne vous crois pas, vous confondez femmes battues et femmes qu'on a giflées une fois. Mais non. Femme battue et femme qu'on a giflée. Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est pas une femme battue. Il y a la violence morale, il y a la violence physique. Et c'est la violence morale qui conduit la main sur les femmes. Non, vous avez dit femme battue. Non, vous n'avez pas dit violence faite aux femmes. Vous avez dit femme battue. La femme, elle n'était pas battue. Elle n'a jamais été battue. Mais une gifle, comment tu l'appelles? Non, je veux dire, elle n'a jamais été une femme battue. Elle a été giflée à un moment donné. Mais elle a été victime de violence morale. Mais en ce moment, elle a complètement rompu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être fautive quand vous giflez une fois. La gifle, c'était la première fois. Parce qu'après, il y a eu autre chose.
Oui, peut-être. Ah, oui, et comme je le dis, moi, je pense que c'est la violence morale qui conduit à la violence physique. Ça commence toujours par des étapes et des étapes. Et ce qui est dommage, c'est que Kira, elle a préféré la vengeance à la justice. Parce que ça aussi, je voulais le souligner. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violence, je ne vais pas dire battues maintenant, qui sont victimes de violence, mais qui préfèrent quand même garder ce qu'on pour appelle soi... maintenant la violence symbolique. Quoi, exactement. Et elle préfère et vous pensez que cette violence symbolique-là, elle est à sens unique? Les hommes, nous, on ne subit pas de violence. Je ne veux pas dire ça. Mais un homme a été battu récemment. Voilà, on l'a vu fait les choux gras de la presse, ça arrive aussi. On a tué. Oui, on en a tué aussi. En 2 semaines ou 3 semaines, on a tué 2 hommes. Oui, on en a tué, oui. Un, il a été tué à coups de pilon. D'accord. L'autre, sa femme s'est agrippée à ses parties intimes jusqu'à ce qu'il succombe. Oui, c'est pour cela, cette fois-ci, je fais amende honorable. Je me suis calmée sur la question. question. Parce que la violence, c'est dans ce côté. Voilà, surtout la violence verbale. Vous dites la violence verbale, la violence morale. Ça peut venir de n'importe qui et tout le monde peut en être victime aussi. Parce que ça peut être un mari ou je ne sais pas, un parent, je ne sais pas, un boss, ça peut venir de n'importe qui en fait. Et comme vous l'avez vu dans ce livre avec les autres personnages, en fait, c'est une accumulation des frustrations qui a fini par dégénérer. Parce que si nous prenons le cas de l'autre, la fille du président, la Hadji, c'est une personne qui se rebelle parce que moi je dis tout le temps, à force d'accumuler les frustrations, on finit par se rebeller. Et à force de perdre, on finit par ne rien perdre parce que ce qui est là, c'est ce qui s'est passé. À la fin, elle pensait qu'elle n'avait rien à perdre du coup et elle s'est perdue. Voilà, elle a tout perdu. Donc c'est ça comme aussi. Vous parlez de Hadji, je veux dire que vous avez assumé tous les pays, toutes les villes, sauf Auckland. Je me dis, pourquoi elle parle des États-Unis, elle parle de Dakar, Los Angeles, elle parle de Sydney et Auckland. On sent que c'est la Guinée, mais on sent que c'est Conakry, mais on ne dit pas que c'est Conakry. J'ai toujours aimé l'imagination. Je ne sais même pas comment m'est venu ces mots-là quand j'écrivais. Mais voilà, je suis quelqu'un qui observe. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, mais j'observe beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle quand j'écrivais, c'était en ce temps-là, quand il se passait ces choses-là là-bas tout le temps. Je m'étais inspirée carrément de la Guinée, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime la politique. Je n'ai jamais aimé la politique. Mais là aussi, je me suis dit que voilà, à chaque fois qu'on parle d'une famille présidentielle, je ne sais pas, d'un gouvernement, nous, on se dit que si un seul membre est diabolique, peut-être que tous les autres le sont, alors que peut-être il y a une personne parmi ces personnes-là qui est différente. Parce que c'est le cas de Hadji. Elle est là, elle a un père qui est véreux, manipulateur et tout ça, mais elle n'est pas d'accord avec ça. On voit même que son grand frère, il est exactement comme son père, mais elle a préféré partir, elle a préféré se rebeller, être contre sa famille, et à sa façon de parler, on voit que c'est une personne qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je me suis dit que peut-être que dans ces familles présidentielles-là, il y a cette personne parmi eux. Même en dehors des familles, je veux dire que même les gens qui sont au pouvoir ne sont pas tous mauvais, les gens qui sont dans l'opposition ne sont pas tous bons. Donc il faut arrêter de penser que tout ce qui est du pouvoir n'est pas bon, tout ce qui est dans l'opposition est bon. Donc les choses sont de toutes les façons, moi quand on me dit pourquoi le temps d'un instant, moi je dis toujours déjà, c'est une invitation à se départir des préjugés, à voir au-delà des apparences. Et surtout accepter, assumer sa différence comme un don et non comme une malédiction. C'est aussi pour toutes ces personnes-là que nous côtoyons au quotidien, qui sont à 2 doigts d'en finir, mais qui passent inaperçues. Et c'est aussi ces personnes qui, comme moi, je veux dire comme moi, sont perdues entre ce qu'elles sont, ce qu'elles font semblant d'être juste pour se fondre à la messe, ce qu'elles sont réellement et ce qu'on attend d'elles qu'elles soient. Absolument. Parce qu'il y a des personnes qui sont différentes et qui assument leurs différences dans une société, une famille, une religion qui attendent tous de nous que nous suivions des normes et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est le personnage de Rihanna. Exactement, exactement. Ce sont des personnes que nous voyons et nous étiquetons, alors que derrière, c'est pas exactement ça. Parce que moi, si ça a été facile pour moi de raconter 4 histoires à la fois, c'est parce que je le dis tout le temps, je me retrouve en chacune d'elles. C'est ce que j'allais dire. Je me retrouve en chacune d'elles, de ce que j'ai été, ce que je voudrais être, ce que je fais semblant d'être. Il y a les fantasmes, il y a et tout ça. On le sent. Et là aussi, vous parlez tout à l'heure du fait que vous ne voulez pas embellir les choses, mais vous vous noircissez aussi d'un côté un peu trop. Ah oui. Et non seulement vous noircissez, mais il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde m'est tombé dessus à bras raccourcis. Il y a aussi le fait que il y a un prototype quand même d'homme. Les hommes, c'est toujours le bad boy, mais riche surtout.
On peut avoir tous les défauts, mais il faut être riche. Oui. Donc, je veux dire que là, on voit carrément, mais c'est normal, on voit l'hypergamie des femmes. Les hommes sont polygames, mais les femmes sont hypergames. Ça veut dire que vous choisissez toujours d'être avec celui qui est d'un rang social plus élevé. Ça, forcément. Mais c'est ça. C'est pas forcément Ce n'est pas le cas de Kira, Kira, voilà, parce que Tidiane est quelqu'un qu'elle a façonné. Exactement. Oui, elle n'a pas façonné, si, elle n'a pas trop façonné quand même. Elle a façonné. Kira, c'est un cas, c'est-à-dire que d'après ce qu'elle a dit, bon, je pense D'après que ce qu'elle a dit. Oui, d'après le roman. sa version. Oui, non, je dis... Mais on découvre que quand même, roman, oui, Kira, que Tidiane vient d'une famille qui a une entreprise. Voilà, mais évidemment, lui, c'est dans un tout à état fait, comateux, mais quand même. Non, il n'est pas d'abord n'importe qui. Mais je veux dire selon que la Kira, version de Kira, c'est Kira qui a façonné Tidiane, mais qui en a fait ce qu'il est. D'accord, mais si je peux terminer. J'ai dit que d'après ce qui est dans le roman, Kira, c'est l'une des femmes les plus riches d'Afrique. Bon, bien que je ne sais pas si un expert comptable peut être une des femmes les plus riches, mais c'est ce qu'on nous a dit dans le roman. Oui. Donc c'est difficile de trouver plus riche. Plus riche, oui. Voilà, donc forcément, il faudrait qu'elle trouve quelqu'un, peut-être. Voilà, donc Kira est un cas à part, parce que Kira, vraiment, on l'a présenté comme vraiment l'une des femmes les plus riches d'Afrique. Donc là, c'est quand même différent. Mais tout le reste, il faut reconnaître que les femmes sont hypergames. Ça, c'est... Bon, ça, c'est juste Bon, un jugement de valeur. Tu as la parole. Alors moi, ce roman, je l'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Et je trouve que le titre est bien trouvé. Le temps d'un instant. Parce qu'il a suffi justement d'un instant pour que le destin de ces 4 femmes-là soit à 2 pas d'être brisé. On espère que espère que ce ne sera pas le cas. Et là, vous m'allégez en nous apprenant que ce n'est que le tome 1. Parce que effectivement, à la fin de la lecture, on a un goût de pas assez, on a un goût d'inachevé, de quelque chose qui n'est pas fini. Et là, vous me rassurez qu'il y aura une suite, parce qu'on a envie de savoir comment Kira va se relever, parce que vous nous avez présenté des prototypes de femmes qui sont fortes, des femmes qui se battent, des femmes qui ne se laissent pas faire. Et à un moment, il y a eu du drame dans ces 4 vies-là. On imagine difficilement qu'elle laisse complètement tomber. Parce que quelqu'un, dans le cas de Oumou, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le personnage de Oumou, qui peut-être, à mon sens, est le personnage le plus captivant, ne me semble pas être quelqu'un qui va lâcher l'affaire aussi simplement. Alors, vos personnages sont un peu idéalistes. Vous les idéalisez. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, je veux dire que ce n'est pas le type de femme qu'on trouve. Enfin, j'espère. Mais bon, on sent le roman, en fait. Et quand Alune parle de la cible, je pense que c'est le type de roman qui rappelle un peu dans la même veine que les Harlequins. C'est-à-dire, voilà, les romans à l'eau de rose que vous avez essayé un peu... Non, je ne lis pas ça. Vous ne lisez pas ça? Non. Mais c'est son inspiration à elle. Voilà, mais c'est un peu dans cette, dans cette dynamique-là. Alors, pour les violences, c'est ce que Alune, pour une fois, on est d'accord, on est rarement d'accord sur un sujet, mais Kira a accepté. Oui. Et ça a été son erreur. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on a appris sur les violences qui se pratiquent au quotidien, selon vous, la posture de Kirami a-t-elle été la bonne? Doit-on subir, doit-on continuer de subir jusqu'à arriver à l'inévitable? Bon, déjà le personnage de Kira, c'est un vrai paradoxe. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que je dirais qu'on doit accepter. J'ai essayé de dépendre de réalité. Parce que Kira, si elle est arrivée à ces extrémités-là, c'est parce que derrière, elle essayait de sauver une apparence. À force de vouloir forcément sauver cette apparence-là, parce qu'on a vu que voilà, elle faisait des sorties médiatiques avec son mari, elle faisait semblant que tout allait bien, c'était quelqu'un qui défendait des femmes victimes de violences et tout ça, et elle était là entre, voilà, dois-je montrer aux autres que moi aussi je suis victime, ou bien je vais garder cette image d'une femme forte, d'une femme riche et tout ça. Et c'est en jouant entre les deux qu'elle a perdu pour le moment. Mais c'est ce qui est dommage, parce que depuis l'enfance, elle a été quand même victime de violence. Alors pourquoi continuer à subir cela? C'est ce qu'on ne comprend pas, en fait. Le syndrome de Stockholm. De Stockholm? Ah oui? Ah oui. Non, moi je dirais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une société quand même qui
qui culpabilise les victimes plutôt. Qui culpabilise les victimes. Tu es là, tu es victime, mais c'est toi qu'on culpabilise. Du coup, elle a préféré continuer à souffrir que de se fier à une société qui allait forcément la diaboliser à un moment donné. Mais quand même, elle n'a pas pu échapper à la fin. Parce qu'à la fin, on nous dit que voilà, elle a essayé de sauver les apparences. Mais c'est menotté qu'elle a été sortie de chez elle. Alors que, voilà, c'est entre ça, tout le temps. Vous voyez, même la relation avec sa maman, c'était ça. Même à sa propre mère, elle n'a pas voulu le dire. Parce que voilà, elle se considère comme une personne invincible. Une personne qui doit tout le temps être parfaite. C'est le cas de l'histoire avec sa dépression. C'est un point qui est important pour moi. Parce que nous voyons que depuis le début, si elle essaie d'accepter, c'est parce que déjà elle a confié une partie de son passé à son mari qui utilise ça contre elle. C'est une personne qui a toujours voulu, je ne sais pas, sauver les apparences, jouer à la forte. Et moi, je ne vais pas accuser la société, mais c'est quand même à cause de ça. Parce que nous voyons, il y a d'autres personnes qui osent en parler et après qui se retrouvent, je ne sais pas, acculées, je ne sais pas. C'est violent, surtout avec les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai vu la dernière fois une dame dire que voilà, une personne qu'on a défendue, une personne qui s'est plainte de viol, on a demandé à cette personne-là pourquoi tu n'es pas sortie remercier les gens qui t'ont défendu. Cette personne n'a pas demandé à être défendue. Et personne ne sait ce que cette personne est en train de vivre. Tu vois, avec les réseaux sociaux, c'est facile au fait de déchanter, c'est facile. Du coup, Kira, elle a préféré garder pour elle. Et qu'on se dise la vérité aussi, c'est un personnage un peu fier. Un peu fier. Peut-être à cause de sa position, peut-être parce que, voilà, elle se dit que, voilà, moi, je défends d'autres personnes qui sont victimes de violences et tout ça. Donc, comment ces personnes-là vont me voir si moi-même je dis que... Alors que ça pouvait être le contraire. Peut-être que ces personnes-là allaient avoir encore plus confiance en elle, en sachant qu'elle aussi, elle vit la même chose. Voilà. Donc, comme je le dis... Et ce qu'il y a de bien, par contre, dans ce roman, pour une fois, c'est que vous montrez l'histoire d'une vraie amitié entre deux femmes. Ça, par contre, voilà, ça, je tenais à le signaler. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, l'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est toujours une femme qui torpille une autre femme. Mais là, vous avez montré l'exemple qu'il était possible d'avoir une véritable amitié entre femmes. Chaque fois que je vois une jeune personne, femme ou homme, à ce niveau d'écriture et de maturité, ça me fait plaisir et ça me donne espoir. L'autre chose que je veux dire, je t'encourage à continuer à écrire et à nous faire un roman hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé deux personnages, rapidement, Kira et Oumou. Kira parce qu'elle vit un drame intérieur, une mort sociale, qui a précédé même cette apparence qu'elle veut sauvegarder. Et Oumou, parce qu'à un moment, quand elle est venue dans la maison, elle a posé une question très importante. Est-ce que parce qu'on vit dans tout ce luxe-là, on est heureux? Et c'est très important de se poser ces questions existentielles-là qui nous permettent de me poser moi ma question. Le temps d'un instant. C'est la plus philosophe de absolument. Et le temps d'un instant sera le titre de tous les tomes ou le temps d'un instant est le titre de cet ouvrage-là. Je le dis parce que ce que Alioune disait tout à l'heure, c'est important. La vie n'est pas binaire. Ça ne se passe pas comme ça, juste les gens ne sont pas comme ça, n'est-ce pas? Le jeu de mots, j'ai bien aimé. Est-ce que ce sera le même titre pour la suite ou bien? Parce qu'après, dans les autres suites, ils auront d'autres vies. Donc l'instant va évoluer vers d'autres instants. Bon, pour dire la vérité, j'y ai pas pensé. Parce que déjà, le livre, c'était une chronique. Donc, les deux tomes avaient le même titre quand même. Je ne sais pas, par contre, quand on en fera un roman, si ce sera le même titre ou pas. Je vais réfléchir sur ça. Mais je veux quand même souligner Le temps d'un instant. Tout le monde me dit pourquoi Le temps d'un instant. C'était une chanson de soprano que j'aimais écouter quand j'étais petite, que j'écoutais en boucle. Du coup, quand l'idée m'est venue d'écrire l'histoire, c'est automatiquement que je l'ai utilisé comme titre. Et à force de raconter, j'ai vu que ça collait quand même. Et j'ai bien aimé. Donc, pour votre question, je ne sais pas encore si on va l'utiliser. Mais quand même, votre raisonnement me pousse à réfléchir quand même. Parce que comme vous l'avez dit, ce sera d'autres vies quand même. Absolument. Comme je l'ai dit, ce sont des choix qui ont été posés. Après, ce sera là les conséquences de ces choix-là qui vont suivre. Donc, en tout cas, ça ferait une très belle série, je pense. C'est très scénarisé. C'est une réalisatrice qui est là. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Vous pouvez parler avec la RTS, ils pourraient peut-être acheter les droits. Donc, vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je ne sais pas, monsieur docteur, rapidement, un mot par rapport au roman. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est
c'est le titre, vous l'avez dit. Le temps d'un instant, que je trouve, n'est-ce pas, très poétique. Absolument, vous êtes un grand poète. Elle l'a un peu souligné. On n'aura pas le temps, comme vous avez vu, de parler des poèmes. Mais il faut reconnaître que... C'est le bon poème. Oui, d'excellents poèmes. Moi, j'apprécie rarement les poèmes parce que c'est très difficile. La poésie, c'est très difficile. Parfois, pour faire de bons poèmes, c'est difficile. Mais vous avez je pense, un talent de poète que vous pourriez, je pense, cultiver parce que vous avez fait d'excellents. J'ai préféré les deux. La confession que j'ai dédiée à ma mère. Et celle que le poème que vous avez dédié à votre épouse, là, on comprend évidemment ça. Vous avez compris. Ouais, mais le poème que j'ai dédié à ma mère, puisque certainement j'ai des hommes de lettres, c'est en fait un poème qui m'a été inspiré par deux auteurs, Victor Hugo et Senghor. Victor Hugo dans son poème, non pas Léopoldine, mais dans son poème À ville qui est, quand il était vraiment très découragé, et quand il s'est révolté, ensuite s'est confessé, et pour Senghor, éligible majeur pour Philippe Figueres. On a senti beaucoup de Senghor. Très bien. Vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Dr Diarisso, Madame Diallo. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Et puis, c'est l'occasion aussi de souhaiter bonne chance à nos Lions, qui sont actuellement au Cameroun. Bon, j'espère qu'ils vont nous rapporter la coupe et de dire aussi bonne année à tous nos téléspectateurs, bonne année à vous, en espérant que cette année sera... à mon éditrice, qui est quand même derrière, et elle ne s'est pas contentée de me faire éditer de la façon dont je le voulais, parce que j'avais plusieurs propositions, mais qui est derrière, parce que je me suis fait éditer en France, mais même si elle n'est pas là, elle essaie de faire que le livre soit lu par le maximum de personnes. Donc, elle était déjà passée à votre émission. C'est une très grande écrivaine. Tout à fait. D'accord. Donc, je lui fais un coucou et un grand merci. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de lire mon livre et surtout d'avoir apprécié. Merci beaucoup et bonne continuation. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette émission en recevant une diplômée de l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction ISIT de Paris. Elle est passionnée de lecture et d'éducation des enfants. Elle est créatrice de Wallo, un jeu de société qui revisite l'esclavage et les péripéties de la traite négrière. Nous accueillons Madame Yambey Mariam Seck. Nous allons également recevoir un artiste reggaeman sénégalais de grand talent, présent sur la scène musicale depuis plus de 20 ans. Il vient de sortir son nouvel album intitulé Soulja, dont il vient nous présenter le premier single intitulé S'envoler. Nous recevons Dread Max. Donc nous allons commencer avec Madame Mariam Seck qui vient nous présenter son jeu « Il était une fois Wallo », qui, si j'ai bien compris, comme vous l'avez un peu décrit, que c'est un jeu qui parle de la traite négrière, de l'esclavage, avec différents personnages. Mais je vous laisse nous l'expliquer un peu plus, parce qu'il y a des choses peut-être que je n'ai pas bien comprises. En quoi consiste ce jeu ? Alors, dans les jeux de société, il y a différents types de jeux, parce que les jeux de société se distinguent par leur mécanique. Et donc là, c'est un jeu qui est plutôt un jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est un jeu qui ne se joue pas avec un plateau comme les jeux qu'on connaît, tels que le Monopoly ou le Scrabble. C'est un jeu où dans les jeux de rôle, on n'a que des cartes. Et donc, en fait, les personnes qui vont jouer au jeu ont chacun une carte, et cette carte leur désigne un rôle. Et en fait, le rôle est associé à une mission. Et en fait, on doit réussir sa mission pour remporter la partie. Alors il y a un maximum de 6 joueurs, si je comprends bien. C'est un maximum de 6 joueurs, un minimum de 3. De 3. Exactement. Et donc, chaque fois que c'est son tour de jouer, on a le choix entre 5 actions différentes. Donc, on peut soit attaquer un autre des joueurs, et on attaque au dé. On a autant de dés qu'on est puissant. Donc, quand on a beaucoup de personnes dans son armée ou beaucoup de fusils, on a beaucoup de dés. Quand on attaque une personne moins puissante, évidemment, elle a moins de dés pour répliquer, donc c'est un peu plus facile. On peut également négocier avec un des joueurs. On peut également aller acheter quelque chose chez l'un des joueurs, puisque chacun des joueurs a des possessions.
Ça peut être du mil, des coris, des fusils, une armée, des villages, des membres de la famille royale, parce qu'en fait, beaucoup des personnages sont des rois et une reine. Et ensuite, on peut... La reine Daté. Oui, la reine Daté-Yalla. Et on peut également libérer des captifs, puisque chacun de ces personnages ont des captifs, ont des esclaves, en fait. Et on peut choisir d'être une personne morale, et donc, au lieu de toujours capturer, de libérer, en fait, des captifs. Donc, avant d'en venir à ce point-là, je veux dire, à cette histoire même, pourquoi vous avez choisi de faire un jeu qui parle justement de ce point assez sensible qui est la colonisation, l'esclavage? Bon, la première fois que j'ai dit à mon entourage que j'allais faire un jeu sur l'esclavage, beaucoup m'ont ri au nez, disant, mais enfin, comment peut-on faire un jeu sur quelque chose, un thème aussi grave? Et en fait, l'esclavage est une période de l'histoire de l'humanité qui m'a toujours beaucoup intéressée. Je parle de l'esclavage des Africains, de l'Afrique subsaharienne, puisqu'en fait, des esclaves de la traite négrière, parce que des esclaves, il y en a eu de tout temps et de toutes sortes, de tous bords. Je le rappelle même dans l'avant-propos des règles du jeu. Esclave vient du mot slave. Exactement. Et donc voilà, ce thème m'intéressait beaucoup et je trouve toujours que le tout début de la traite négrière est une partie de notre histoire dont on parle très très peu. Et les rapports de force qui existaient entre en fait, ceux qui sont venus et qui étaient esclavagistes et ceux qu'ils ont trouvés sur place, eh bien ces rapports de force sont méconnus, en fait. Est-ce que vous avez fait des études par rapport à ça? Vous avez fait des recherches pour parler de cette partie de notre histoire dont vous dites qu'elle est assez méconnue et qu'elle est assez polémique? Oui. Alors, d'abord, avant même d'avoir l'idée du jeu, j'avais déjà énormément lu sur la question, j'avais énormément enquêté pour juste ma connaissance personnelle. Je n'avais pas l'intention d'écrire un livre ni rien. Et un jeu, ce n'est pas un livre non plus, donc je ne suis pas sur des faits historiques, je ne donne pas de date. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Disons que comme c'est un jeu de rôle, l'idée est d'endosser le rôle, d'incarner quelqu'un et d'essayer d'avoir son ressenti par rapport à ce qui a pu se passer au XVe siècle quand arrivent les premiers navires portugais sur nos côtes et que donc le capitaine du négrier se retrouve face à des rois et des reines qui sont là localement et qu'il a l'idée d'ailleurs d'emmener avec lui des esclaves. Comment il fait, comment il les capture. L'idée c'était vraiment ça et de dire et de revenir en fait sur un point sensible parce que quand j'avais 15 ans, pour la petite histoire, j'ai visité pour la première fois les États-Unis et j'ai rencontré vraiment dans un centre commercial une noire américaine qui était très hostile en fait avec nous. J'étais avec mes frères et mes sœurs et qui nous a dit dans une conversation qui n'en était pas une, c'était plus une attaque. Vous avez vendu vos frères. Exactement, voilà. Et cette phrase, je ne l'avais jamais entendue. Moi, j'étais adolescente et je n'avais jamais réalisé que des descendants de populations déportées pensaient ça en fait. Et ça m'a beaucoup marqué et je pense que ça a aussi beaucoup alimenté mon envie de savoir plus de choses là-dessus. Absolument. Et historiquement, c'est pas correct. C'est des gens qui disent ça, mais historiquement, c'est pas correct. Mais là aussi, moi, mon souci, quand j'ai vu le jeu, je me suis posé tout de suite cette question. Je me suis dit, bon, mon souci, c'est... Là, on est dans un environnement ludique. Un jeu, c'est un jeu, on s'amuse. Et on va s'amuser, par exemple, à être le capitaine. Et nous, là, si on veut gagner, il faudra capturer le plus d'esclaves et les conserver et les déporter. Donc, vous faites un jeu et vous assumez que le capitaine peut gagner. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait tout de suite, je veux dire, le parallèle. Comparaison n'est pas raison. Je m'imagine un jeu sur l'Holocauste où les gens vont dire on va prendre le maximum de juifs, les mettre dans des trains, les déporter et les amener dans les camps d'extermination. Et il y aura quelqu'un qui va jouer le rôle du nazi qui va faire ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est faisable? Est-ce que vous imaginez un seul instant un jeu comme ça pouvoir exister en Europe? Alors, bien sûr, l'Europe doit assumer son histoire. Un jeu comme ça, moi, ça ne me choquerait pas. Évidemment, je suis l'auteur d'un jeu sur la traite négrière, donc forcément, ça ne peut pas me choquer. Je pense qu'on peut absolument traiter tous les sujets quand on fait un jeu de société, y compris les sujets les plus graves. Et moi, je vais vous donner l'exemple du Monopoly. Le Monopoly, c'est un jeu que tout le monde aime. Quand on y joue, c'est très prenant.
mais c'est un jeu dans lequel on apprend aux enfants à, en fait, ruiner l'autre. C'est-à-dire, pour gagner au Monopoly, on ruine ses adversaires. Donc, alors, est-ce qu'on a envie de transmettre également ces valeurs-là ? Est-ce qu'à la fin, on a envie... C'est pas vraiment ruiner, c'est le plus riche. Oui, c'est le plus riche, mais c'est aussi, on ruine les autres. C'est-à-dire qu'on fait tout pour leur prendre ce qu'ils possèdent. Mais je ne critique pas le Monopoly. Je veux juste dire par là que le jeu mime la vie. Mais là, c'est différent, parce que là, d'abord, c'est une histoire. C'est une histoire qui est assez pénible, disons très pénible. Et le jeu, quoi qu'on puisse dire, la cible, c'est surtout les enfants. Non seulement c'est les enfants qui doivent en même temps jouer et apprendre leur histoire de cette façon-là, peut-être. Et ces enfants, on va leur apprendre à dédramatiser l'esclavage, à se dire que bon, peut-être ça dépend du point de vue de la personne. Si on est du côté peut-être du capitaine, on n'est pas méchant, on fait juste son travail, c'est notre business, c'est une traite. Et si on est de l'autre côté, c'est qu'on n'a pas de chance, ce genre de choses. Je veux dire que, est-ce que, encore une fois, vous pensez qu'on aurait pu faire la même chose avec la Shoah ? Je le pense vraiment. Je pense vraiment, et j'assume de le penser, qu'on aurait pu faire la même chose s'il y avait... s'il y avait un point de vue à défendre. C'est-à-dire que moi, je défends une chose, je dis qu'à travers le jeu Walo, on peut se rendre compte de quels étaient les rapports de force. On dévoile, en fait, un pan d'histoire qui était méconnu. Si tel était le cas avec la Shoah, eh bien, ce serait tout à fait légitime de faire un jeu également qui dévoilerait cela. Et en fait, quand on joue à ce jeu, et moi je le vois, vous avez raison de le dire, parce qu'il y a des enfants qui, lorsqu'ils jouent à ce jeu, ils ont envie d'être le capitaine du négrier. Parce qu'au début, il est fort. Il a énormément de fusils, il est fort. Mais en fait, au courant du jeu, ils n'ont plus envie d'être le capitaine du négrier parce qu'il est détesté dans le jeu par les autres. Et donc, il est souvent attaqué. Et en fait, du coup, ça remet en question, en fait, on va dire, sa stature. Et donc, et en fait, pour vous dire, dans toutes les versions du jeu, parce que pour arriver à équilibrer un jeu, il faut énormément de tests. Et dans les premiers tests du jeu, le capitaine gagnait tout le temps, le jeu. Parce qu'effectivement, au début, il était beaucoup trop fort. Absolument. Et voilà, parce qu'il arrivait... Et en fait, ça montre aussi la réalité historique, qui était qu'on avait perdu d'avance. Et je ne voulais pas donc que ce jeu soit comme ça, donc j'ai triché avec l'histoire, puisque je lui ai enlevé un petit peu de sa force, pour qu'il y ait une chance, pour que les autres puissent gagner le jeu. Mais il faut le savoir quand même. C'est-à-dire qu'au démarrage, lorsque je lui donnais toute sa force, eh bien, le capitaine gagnait toujours. Et donc, ce n'était plus un jeu. Absolument. D'autant plus que, je veux dire, on ne connaît pas très bien l'histoire. Parce qu'au départ aussi, ce n'est pas des navires guerriers qui venaient, c'était des navires marchands. Oui. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Moi, j'ai beaucoup de théories sur ça. Mais bon, le problème, c'est que je me dis que... peut-être on va voir ça avec mes camarades, avec Souleymane surtout. Je me dis que peut-être que nous, on n'a pas assez protégé notre histoire, on ne l'a pas assez balisée comme l'ont fait les Européens, comme l'ont fait les Juifs, pour ne pas les citer. Parce que vous aurez fait un jeu comme ça sur la Shoah, il ne serait pas sorti, parce que vous serez hors la loi. Parce qu'on va vous traiter de négationniste et c'est pénal en France. C'est puni par là. Là, vous étiez en France, vous savez que vous ne pourrez pas faire un jeu comme ça, parce qu'eux, ils ont mis en place des lois qui permettent de ne pas pouvoir faire ça. Nous, en Afrique, on n'a pas mis de loi. On a un peu banalisé, je pense, l'esclavage à un moment donné. Donc, on peut se permettre peut-être d'en parler de manière aussi légère, ce qui n'est absolument pas possible quand c'est un autre domaine. Attention, le jeu ne serait pas taxé de négationniste parce que je ne nie pas l'existence de la traite négrière. Si j'avais fait un jeu sur la Shoah, je n'aurais pas nié l'existence des chambres à gaz parce que les négationnistes sont ceux qui disent que les Juifs n'ont pas été gazés. Absolument. Donc ça aurait pu être un jeu qui... Mais on va quand même dire apologie à quelque chose. Absolument, oui, parce peut-être. qu'il y a tellement de délits qui tournent autour. Je sais pas ce qu'en pensent Diabou et Thierno. Rapidement, parce que je pense qu'on est un peu rattrapé par le temps. J'ai beaucoup parlé parce que ça m'intéressait vraiment. Oui. Alors, quand vous parliez avec Aliou, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Vous avez parlé de valeurs et vous avez parlé de réalité historique. Alors, aujourd'hui, le jeu s'appelle Walo. Et on retrouve même le personnage de la reine Ndaté-Yalla. Ne pensez-vous pas qu'il aurait fallu vous référer aux historiens, à l'histoire réelle, pour donner un plus à ce jeu-là? Parce que c'est vrai que l'histoire du Walo est fortement rattachée à l'esclavage, mais dans un autre contexte. Oui.
Voilà, voilà, dans un autre contexte. Maintenant, moi, c'est ça mon problème. Parce que vous parlez de Wallo, vous parlez de Bourba, vous parlez de... il y a un autre personnage, je pense, le Damel. Vous parlez de la libératrice, alors qu'on sait que dans l'histoire des femmes, ici au Sénégal, peut-être durant cette période, il y avait de véritables libératrices qui avaient même des noms que vous auriez pu identifier et puis en faire des personnages. Pourquoi n'avoir pas fait ce choix-là? Alors, d'abord parce que, je le dis en fait au tout début, que Wallo, le jeu, se déroule dans un espace qui est totalement imaginaire. Absolument. Parce qu'en fait, déjà, la reine Natayala, elle est née en 1810, et que le début de la traite négrière, c'est au XVe siècle. Ensuite, j'explique également que les autres... Alors, pourquoi je n'ai pas donné de nom aux autres, c'est-à-dire, je dis le Damel, le Bourba, etc. Et alors, Natayala, parce que c'est une femme qui est... c'est-à-dire que c'est un personnage, une icône qui est très forte dans notre histoire. Et donc, j'avais vraiment envie qu'on puisse un peu s'identifier à cette femme. Voilà. Je ne suis pas historienne. Et ce jeu n'est pas une page d'histoire. Ce jeu interpelle. C'est ce que je veux. Je veux que ce jeu interpelle et qu'à partir du jeu, on puisse se dire, j'ai envie d'aller savoir ce qui s'est réellement passé, j'ai envie d'aller creuser, j'ai envie d'aller me pencher sur ce pan d'histoire. Et donc ça, on le fait en étant... en faisant un petit peu de communication et de marketing quelque part. La libératrice, c'est un personnage complètement imaginaire et de provocation. La libératrice, c'est un personnage totalement imaginaire. Elle est habillée comme une Amazone. Personne n'a jamais vu ça dans notre histoire. C'est fait exprès. Donc, elle est totalement... sa mission est totalement imaginaire également. J'explique que c'est sur sa carte, j'explique qu'elle quitte son village. Elle veut... Exactement. Dans l'histoire du Wallo. Mais c'est trop long. On ne veut pas... Oui, tout à fait. Mais je veux dire que la tenue que je lui ai donnée, ce n'est pas une tenue. Autant les autres, nous avons, avec mon illustrateur, fait beaucoup de recherches, et autant sur la libératrice, on est allé s'inspirer d'autres choses. Voilà, c'est ce que je veux dire par là, en fait. Alors, le Wallo, pourquoi j'ai appelé le jeu Wallo? C'est bon, évidemment, la reine Nathalie est un personnage très fort, c'est la reine la plus forte dans le jeu en termes de possession. Et aussi parce que j'avais envie, effectivement, de rendre hommage au suicide des femmes de Nder, voilà, qui effectivement se suicident parce qu'elles ne veulent pas être réduites en esclavage. Donc, c'est un clin d'œil à cet autre esclavage, qui était l'esclavage des morts. Donc ça, je suis tout à fait au courant. Mais vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure que le jeu s'adresse aux enfants, le jeu s'adresse à toutes les générations. Et le fait dit toujours de 7 à 77 ans, ça, c'est et moi, j'ai dit de 8 à 108 ans. Parce que j'avais véritablement envie de dire que c'est un jeu intergénérationnel où on peut jouer, parler. Moi, j'ai vu qu'au sein même de ma famille, lorsqu'on jouait à ce jeu, ça suscitait tellement de questions, ça soulevait tellement de choses. Chacun y allait de sa connaissance historique. Et du coup, ça a même fait que chacun prenait son téléphone portable pour retourner sur Wikipédia pour aller chercher les dates, etc. Et c'est exactement ce que je voulais. Et j'en étais extrêmement fière, vraiment, parce que je me suis dit, voilà, si j'avais écrit un livre, personne ne l'aurait lu. Soyons d'accord, on a 2%. Vous l'auriez lu, mais je veux dire, on a 2%. Quand je dis personne, c'est vraiment l'écrasante majorité. Mais ça me fait mal. Vous savez, j'ai une bibliothèque et donc je lutte tellement pour la lecture et la lecture pour les petits, parce que je pense que là, maintenant, pour les adultes, c'est un peu fichu. Donc, il faut commencer par les petits. Et donc, je me dis, j'écris un livre, on en parle, certes, mais on en parle dans des cercles restreints. Mais on fait... Voilà, c'est élitiste. On fait un jeu, ça popularise un thème. Voilà. Rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour pour cette entreprise, parce que c'est intéressant qu'on ait des jeux qui sont endogènes. C'est très bien. À chaque fois, on a des jeux qui nous viennent d'ailleurs et qui sont utilisés par nos enfants. Pour moi, c'est une très bonne démarche que vous créez un jeu qui parle au-delà des enfants à toutes les générations. C'est une très bonne chose. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y ait des personnages qui sont d'ici, etc., des personnages historiques, etc. Mais tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler, vous disiez qu'à la fin, durant le jeu, à un certain moment, ceux qui sont en train de jouer viennent à détester le capitaine. Moi, je pense que ce n'est pas forcément ça le sens de l'histoire. Ce n'est pas de détester ceux qui sont venus sur nos côtes, etc., ceux qui ont été nos bourreaux. Le sens de l'histoire, peut-être, à mon humble avis, c'est de dire à ces gens, arrêtez de nier l'histoire.
Arrêtez de dire que vous n'avez pas été, que vous êtes venu, la traite négrière a été bénéfique pour l'Afrique, c'est absolument faux. Que vous étiez venu dans une démarche civilisatrice aussi, avec la colonisation, ça aussi c'est absolument faux. C'est-à-dire que nous n'avions rien demandé, nous étions en train de nous développer, en train de marcher avec notre propre rythme, et vous avez débarqué sur nos côtes et vous nous avez réduits en esclavage, etc. Donc ce genre de jeu, pour moi, peut-être, c'est comme Diabou le disait, pourrait s'adosser ou en tout cas se sourcer dans l'histoire authentique de nos communautés et pour aussi un peu déclencher une certaine dynamique intellectuelle chez les jeunes, pour leur faire comprendre, prendre conscience les réalités historiques qui se sont passées, que les autres, comme ce que disait Alioune, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de l'autre côté qu'on entretient. Personne n'ose dire que ça ne s'est pas passé. Personne n'ose dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous aussi, on doit entretenir cette mémoire-là, entretenir cette histoire-là dans nos sociétés pour dire que les autres ont débarqué à un moment dans notre continent, ils ont fait n'importe quoi, ils ont même déstructuré notre marche historique. Et si une telle entreprise, un tel jeu peut le faire, moi je pense que c'est une bonne démarche. Alors juste si je peux me permettre une remarque par rapport à ce que vous avez dit, je n'ai pas dit que qu'on détestait le capitaine, j'ai dit qu'en fait les enfants ou les joueurs qui incarnent le rôle de capitaine finissent par détester le fait d'être le capitaine. Exactement, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tellement populaires parmi les autres. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que moi je considère que l'esclavage et toutes les formes d'esclavage sont des histoires humaines. Je ne crois pas du tout qu'il faut s'en émouvoir plus parce qu'on est noir ou qu'il faut s'émouvoir davantage de la Shoah parce qu'on est juif. Honnêtement, je suis autant blessée par le génocide des Tasmaniens qui n'existe plus, que le génocide des Indiens d'Amérique qui n'existe presque plus et qui sont parqués dans des réserves, que par le génocide des Rwandais, que par le génocide des Juifs et que par évidemment la déportation des populations africaines. Vous prêchez en convaincu. Absolument, et c'est vraiment une histoire humaine. À la seule différence que nous sommes africains. Donc si nous ne défendons pas c'est vrai que par ailleurs, exactement, ça c'est vrai aussi. Et qu'en vous adossant à l'histoire, justement, vous auriez pu participer à la construction d'une identité. En tout cas, ce qui est constant, c'est que, comme on a dit, vous avez fait un jeu qui est... c'est très intéressant. Déjà, ça s'appelle... la structure s'appelle les Jeux du Sénégal. Ça, on attendait ça depuis longtemps. Vous êtes un esprit brillant, machallah, et vous avez conçu quelque chose de... Mais vous avez commencé par de la provocation. Moi, je pense que ça, c'est de la provocation assumée. Oui, mais bon, mais quand même, on attend les autres jeux. Peut-être que ce sera aussi bien fait, aussi brillant. Je ne sais pas si, Dred, on est un peu rattrapé par le temps. Vous avez un petit mot à dire par rapport à... Oui, je pense que, dans les jeux, je pense qu'il y a un côté qui est éducatif. Absolument. Qui doit être éducatif. Cette histoire de l'esclavage, c'est une vraie histoire qui a été douloureuse dans la mémoire de l'humanité. Est-ce qu'il faut l'apprendre à nos enfants? Est-ce qu'à travers ce jeu, les enfants pourront plus connaître l'histoire, notre histoire en tant qu'Africains, en tant que peuple noir? Si ce jeu peut jouer ce rôle, c'est bien. Autre chose aussi, comme vous avez commencé, il y a aussi qu'il faut rétablir la vérité des faits de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a une histoire qui nous a été apprise, qu'on a parlé de trucs, on a parlé de cette histoire qui vous est arrivée aux États-Unis. Est-ce que ce jeu aussi arrive à rétablir la vérité des faits de l'histoire? Si ça arrive, c'est vraiment quelque chose de très utile, de très important. Après, maintenant, il faut aussi assumer notre histoire, la connaître. Vous avez parlé de la Shoah. Je pense que aussi, on pourrait aussi faire des choses sur la Shoah, c'est-à-dire ce qui est arrivé. Il faut pouvoir peut-être assumer, accepter ce qui est arrivé. Non, je dis juste que ça ne se fera pas. Je n'ai pas dit que... On peut dire dans un monde imaginaire que ça, mais dans les faits, ici sur Terre, ce jeu-là n'existera jamais. Parce qu'eux, au moins, ils ont bien, comme je dis... protégé. Je tiens à préciser que ce n'est pas le seul jeu qui existe sur l'esclavage. Il y a un jeu américain, cette fois, qui s'appelle Freedom, et qui a été édité il y a quelques années et qui se passe plutôt là-bas aux États-Unis. Oui, de l'autre côté. Exactement. En tout cas, comme je vous dis, nous vous encourageons vraiment pour la suite, pour tous les jeux qui vont venir. Et vous encourageons aussi pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Vous et votre sœur, vous avez une excellente émission que vous animez sur l'éducation des enfants. Vous êtes quelqu'un qui
qui travaille beaucoup sur ça. On va terminer avec Dreadmax. Peut-être on a beaucoup pris de votre temps. Nous allons terminer avec vous. Vous venez nous présenter votre nouvel album qui s'appelle Soulja, qui est un joli jeu de mots, Soulja. Oui, Soulja. Donc là, vous venez nous présenter le single qui s'appelle S'envoler. C'est quoi un peu l'histoire de cet album? Je rappelle que vous êtes un reggaeman depuis une vingtaine d'années, l'un des plus grands du Sénégal. Je pense que vous n'êtes plus à présenter. Cet album, c'est le 5e d'un long processus. Après le premier qui est sorti en 2000, qui s'appelle Révélation. Donc ça fait au moins 20 ans, 21 ans que je suis... sur la scène musicale. Et là, je pense que pour moi, personnellement, je pense que c'est l'album, pour moi, de la maturité. L'album aussi qui est le fruit de beaucoup d'expériences par rapport que j'ai eu pendant tous ces 20 ans de carrière, de tournée. Et voilà, j'arrive avec cet album que j'ai appelé Soulja, avec le jeu de mots de soul, âme et Jah, en disant que... Et Soldier, soldat. Soulja, et toute cette combinaison, voilà. Soldier of Jah Army. Soldat de l'âme. Voilà, des combattants pour la justice, pour la liberté, pour l'amour, pour voilà, c'est ça l'idée en gros. Mais cet album, je l'appelle Soulja parce qu'il y a un morceau dedans qui parle de l'âme. Qui parle de la solitude de l'âme quand il quitte l'unité divine pour s'incarner dans la matière, toute cette solitude. Et je le dédie à un frère à moi, un ami à moi, collaborateur, qui nous a quittés très tôt et très vite. Et donc il était là pendant que j'ai conçu cet album. Et donc lui aussi, je le considérais aussi comme un vrai soldier, un soldier of Jah Army, qui est un homme de justice, un homme de paix, un homme d'unité, un combattant, un vrai combattant de la vie. Donc c'est pourquoi je l'ai dédié cet album que je viens de sortir il n'y a pas donc on va peut-être voir un peu votre single, le premier single de l'album qui s'appelle S'envoler, pour voir un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être il n'y en a pas beaucoup, pour voir ce que vous faites. Vraiment un très joli morceau, hein, très belle chanson avec de très belles paroles.
je sais que vous êtes très inspiré. En général, les reggaeman ont pensé qu'ils n'étaient pas aussi jolis cœurs, là. C'est une des rares chansons où je parle d'amour. Et donc, c'est vrai que, bon, dans le reggae aussi, il y a beaucoup d'amour. Oui, Peace, love and unity, c'est les slogans du reggae. Mais là, je suis entré encore beaucoup plus profondément en parlant des relations. J'ai chanté l'amour, mais d'une autre manière. Je chante plutôt la séparation. Donc, je dis qu'on peut s'aimer, mais il arrive aussi qu'on doit se séparer. Mais on peut aussi se séparer sans haine. Absolument. Et continuer à s'aimer. S'il y avait de l'amour avant, des fois, j'ai vu des situations un peu bizarres, un peu compliquées, où quand on se sépare, on ne se parle plus, on se haït, et ça a des conséquences. Il y a des enfants qui sont dans le couple, il y a des conséquences désastreuses. Et donc, je me suis dit que s'envoler, dans la chanson, il y a de la résignation. Dans la chanson, il y a aussi garder l'espoir aussi que... Peut-être qu'on va se retrouver. Non, pas retrouver cette histoire qui est passée. Ça, c'est fini. C'est les couleurs délavées de ces belles années passées à tes côtés ont des airs griffanés sur les pages des cahiers de nos amours passés. C'est que les années ont été belles. À un moment donné, il faut aussi accepter d'avancer et de tourner la page. Et ne pas être nostalgique, ça n'aide pas d'être nostalgique. Quand on tourne la page, il faut vraiment la tourner, parce qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Il faut éviter aussi d'être nostalgique, si on veut pas aller de l'avant quand même. Parce que dans les relations, chaque fois qu'on sort d'une relation, on espère toujours tomber dans une autre relation encore beaucoup plus belle. Donc du coup, il y a cette nostalgie aussi qui est là, mais cette fois-ci, le cœur est verrouillé à double tour fermé et les clés ont été jetées. C'est ce que vous dites dans la chanson. Parce que des fois, il y a des relations où l'un des partenaires est toxique à l'autre. Et il y a des fois l'autre qui s'accroche, il y en a des fois un des membres du couple qui s'accroche à cet amour, qui garde l'espoir que peut-être que ça peut changer, peut-être que la personne peut changer, être la personne qu'on veut être. Des fois, ça dure. Et des fois, il faut savoir aussi arrêter, mais dans l'amour, dans le respect. Et avancer, tourner la page. Alors pour une fois, Thierno, c'est un reggaeman que même moi je connais. Donc ce qui veut dire beaucoup. J'ai vu dans votre dossier que vous parlez aussi, dans ce nouvel album, de préserver le patrimoine culturel, artistique et physique. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, cette chanson aussi m'a été inspirée par mon défunt ami qui est parti. C'était un constat qu'on avait fait par rapport à la gestion de notre patrimoine culturel, surtout celui de notre village, chez nous, du patrimoine culturel sérère. Moi, je suis Sérère de Morolan. Déjà qu'on n'est pas nombreux, on ne parle pas beaucoup. J'avais chanté auparavant sur la langue, la nécessité de parler notre langue et de conserver ce patrimoine culturel qui est très important, qui fait partie de notre identité, qui fait partie de tout ce qu'on est. Et là, on a vu aussi que le patrimoine aussi physique, aussi les terres, souvent la plupart du temps, ne sont pas bien gérées et sont vendues. Il y a des propriétaires qui n'ont plus leurs terres aujourd'hui, qui ont perdu leurs terres, et c'est des terres sur lesquelles ils ont travaillé sur ces terres pendant des années. Et des grands exploitants agricoles arrivent, ils achètent les terres. On ne sait pas comment ça se passe. Ils sont pas donc du coup, c'est le patrimoine physique, le patrimoine matériel aussi, il y a le patrimoine culturel aussi. Ce qui est tend à disparaître, c'est d'une part, on peut dire que c'est normal vu la mondialisation qui se passe, la guerre des cultures, les autres cultures qui sont beaucoup plus fortes ont tendance à avoir le dessus sur les autres cultures qui sont minoritaires. Les choses arrivent. Ça arrive, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, c'était important pour moi d'en parler et pour sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder, ce qui nous reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire créer ce déclic au niveau de la jeunesse, de savoir que nos valeurs, il y a des choses qu'aujourd'hui, la morale qu'on avait, les choses qu'on a apprises de nos ancêtres et des choses importantes, très importantes dans la société d'aujourd'hui, qui sont en train de se perdre, et il faut se battre pour garder ça. C'est un immense plaisir
de vous recevoir. Plaisir partagé. Oui, parce que Dread Maxime, votre premier album 2000, c'est des années d'adolescence en fait. Et on baignait dans cette ambiance-là et c'était super. Et donc, pour moi, vous êtes pas simplement un des meilleurs artistes du Sénégal, mais du continent. Ça, je pèse bien mes mots, un des meilleurs artistes reggae du continent. Et donc, vous avez eu la parenthèse de la chanson, elle est très belle, hein, etc. Mais moi, c'est un continent plus long, votre carrière, qui m'intéresse un peu. Parce qu'à un moment, vous apparaissez de nulle part. Vous êtes une révélation, mais plus que ça, vous commencez à confirmer. Et vous êtes dans toutes les scènes continentales, mais au-delà. Vous inspirez des jeunes, vous incitez beaucoup d'espoir, en fait. Parce qu'on se dit, on a un artiste sénégalais reggae, enfin, qui va représenter la culture reggae du Sénégal au-delà de nos frontières. Et donc, nous tous, on était des fans. Mais à un moment, Dread Maxime disparaît. On ne le voit plus. On demande, mais où est-il? Qu'est-ce qu'il fait, etc. À un moment, on vous a vu en collaboration avec Tikenja Fakouli, qui devait vous produire, n'est-ce pas? C'est bien ça, si je me trompe. Et je pense que tel projet n'a pas pu aboutir. Vous êtes retiré comme un ermite, je ne sais pas, ou en tout cas, dans votre coin, là-bas, dans votre village, pour vous. Vous nous revenez, le talent, il est encore là, plus que jamais constant, on le sent. On sent aussi beaucoup de maturité, de culture, beaucoup d'amour, fondamentalement, c'est ça qui fonde le reggae. Alors aujourd'hui, est-ce que cet album-là marque votre comeback définitif, avec une feuille de route, je vais parler comme ça, un calendrier, pour que vous restiez sur la scène reggae et que vous représentiez cette culture reggae au Sénégal et vous portiez l'emblème reggae du Sénégal au-delà de nos frontières. Là, c'est vraiment... Oui, je pense que quand je me suis lancé dans le reggae, pour moi c'était évident, mais pour les autres c'était pas évident. On me demandait, mais le reggae c'est compliqué, comme ci, comme ça. Même musicalement, on m'a demandé de modifier un peu ce que je faisais, mettre un peu d'autres choses qui font pas partie de changer la rythmique. Quand tu changes la rythmique, tu changes la rythmique, ce n'est plus du reggae. Donc du coup, je me suis dit, moi j'aime le reggae, parce que le reggae a fait beaucoup en moi. Le reggae m'a ouvert l'esprit, cet esprit de combattant, de se battre pour l'Afrique, pour mon pays, pour ma génération. Donc je me suis dit, non, moi je fais que du reggae. J'y vais tout en sachant que ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Même pour trouver un producteur, ça n'a pas été facile. Et pendant tout ce temps, ça n'a pas été facile. J'ai pas réussi à trouver un vrai producteur. Il y a eu cette histoire avec Tikenja Fakouli qui m'avait proposé de collaborer, de bosser avec moi, de me produire. Ça n'a pas pu, pas pu bien se passer, mais le projet a été lancé. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'on vit dans un milieu qui est un peu dur aussi. Donc du coup, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Si j'ai pas de producteur, je me suis toujours battu et je me produis moi-même, je vais bosser ailleurs, et donc c'est pas toujours évident. À un moment donné, il a fallu que je trouve aussi les moyens de sortir un album. Cet album, c'est une autoproduction aussi. J'ai travaillé dans autre chose pour prendre cet argent pour investir. C'est pas facile au Sénégal parce que quoi qu'on dise, le Sénégal n'est pas vraiment un pays de reggae. Et donc la musique aussi n'arrive pas vraiment à nourrir son homme. Donc nous, on est obligé des fois de faire autre chose pour nourrir cette musique qu'on aime tant. Et donc c'est pourquoi à un moment donné, chaque fois, je fais pas de pause, mais je fais de la musique. Cet album, c'est le nouvel album, c'est le 5e. J'espère que ce sera pas le dernier. On l'espère aussi. Donc j'espère aussi que ça va plaire à tous les mélomanes. Comme tous les albums qui sont passés, on vous encourage et vraiment. Merci beaucoup. On vous souhaite ce qu'il y a de mieux parce que vous êtes un excellent artiste, comme il l'a dit. Juste un mot peut-être, Mariam, rapidement, parce qu'on est arrivé à... Oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé l'extrait que j'ai entendu. J'aime beaucoup le reggae aussi. Et pour moi, c'était une découverte Dreadmax. Voilà, mais j'étais en tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir, Dreadmax. Oui, c'est pour moi un honneur aussi d'être là ce soir. Vraiment, moi, j'aime bien lire. J'aime beaucoup lire. Et je suis cette émission chaque fois que j'en ai l'occasion. Parce que j'ai aussi ma petite sœur qui écrit, Viviane Beng, qui est avec Le Bonheur de la Liberté. C'est ma petite sœur, donc je l'ai vue. Et donc j'aime bien votre émission. Et vraiment, c'est pour moi un plaisir. Tout le plaisir pour nous. On vous remercie aussi, Yambay Mariam Seck, vraiment d'être passé sur ce plateau.
vous encourage pour tout le travail que vous faites, surtout pour les enfants. Le jeu s'appelle « Il était une fois Wallo ». C'est vrai que peut-être qu'il y aura beaucoup de polémiques, mais on encourage tout le monde à l'acheter et à essayer de le jouer à la maison. Remercier mes camarades Diabo Bessandiouf, Thierno Souleymane Diop-Niang. Merci. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches. À dimanche prochain, Inch'Allah.